Le Pays d'Hôte est une région naturelle de France qui se niche modestement entre Champagne et Bourgogne. De 60 km de long sur 20 de large, il s'étend sur les départements de l'Aube et de l'Yonne. Pays de tradition, de légendes et d'habitants passionnés, il regorge de trésors insoupçonnés. Sa ruralité naturelle marquée côtoie étrangement une rare modernité. Parmi ces forêts épaisses se cachent des hectares de pommiers très particuliers, spécialisés pour la fabrication du cidre. Le Pays d'Hôte produit environ entre 100 et 150 000 bouteilles de cidre par an. Fidèle à ses recettes ancestrales qu'il a su faire évoluer de génération en génération, la région élabore aussi un cidre spécial qui n'a rien à envier à ses copains de Normandie. C'est le fameux cidre à la méthode champenoise. Gérard Hôte est propriétaire récoltant à Aupuiseau, un petit village pittoresque du sud du pays. Il nous raconte les dessous de sa fabrication. Alors la particularité variétale, on va dire, des cidres du Pays d'Hôte est basée sur environ une quarantaine de variétés qui sont exclusivement des pommes à cidre. La plus connue est la pomme d'Avrol, Avrol étant aussi le nom d'un petit hameau de Saint-Florentin. Donc la base du cidre, c'est déjà de récolter des pommes mûres, donc des pommes qui tombent à maturité. Il faut un tri très rigoureux, d'éviter toute pomme pourrie, toute pomme un peu avancée. Donc un tri, un lavage, un broyage et un pressurage. Donc là, c'est déjà au départ une base d'obtenir un jus le plus clair possible. Donc le jus de pomme qui est riche en sucre et en levure va se transformer en alcool, donc en cidre. Et donc cette première phase alcoolique va durer 4 à 5 mois en cuve. Et une deuxième opération va s'opérer au printemps, ça va être la mise en bouteille. Si on veut faire une méthode plus élaborée, plus champenoise, on va dire, eh bien on va aller jusqu'à remuer nos bouteilles. C'est-à-dire qu'ensuite nous allons rebasculer nos bouteilles, les mettre sur pointe, de manière à accumuler le dépôt au niveau du goulot. Et là, il va falloir le dégorger, c'est-à-dire tremper à nouveau le goulot de la bouteille dans une saumure à moins 30 degrés, de manière à le solidifier. Une fois qu'il va être solidifié, on va retourner la bouteille et on va décapsuler la bouteille. Avec la pression, le dépôt va partir, donc le petit glaçon que nous avons au niveau du goulot va s'expulser. Et ensuite, nous allons remettre une petite liqueur à base de cidre qui va recompléter le niveau de la bouteille. C'est la magie justement de la champagnisation, c'est-à-dire qu'on a ce côté bulle qui devient très nettement plus fine et beaucoup plus agréable. Et c'est justement le coup de main du producteur qui va faire que le produit va être différent. Ce qui nous fait aussi évoluer, c'est à la dégustation, la réaction des clients au moment de la dégustation. Vous faites déguster le même produit à 10 personnes différentes, vous avez 10 avis, mais totalement différents. C'est très étonnant de dire ça, mais en fonction de la robe, de la couleur du produit, ça va influencer directement votre cerveau. Il y a une sollicitation des souvenirs d'enfance qui vont beaucoup influencer. Et justement, c'est ce qui emprisonne un peu le cidre dans ce côté sucrosité. Alors qu'on veut plutôt chercher le côté plus vineux, justement, du cidre, le côté plus élaboré du cidre. Donc moi, je mise plus sur les cuvées plus spécifiques et plus traditionnelles, entre guillemets. Donc, voilà. À côté de son activité cidricole, le Pays d'Hôte a profité d'une industrie textile jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais cette dernière s'est atrophiée
Et une autre ressource a dû prendre le relais pour nourrir l'économie. C'est l'exploitation forestière. La moitié de la superficie de la région est recouverte d'une épaisse forêt qui se rêve un instant québécoise à l'heure de l'été indien. Mais quelle est l'étymologie de ce mot « haute » ? Il vient du gaulois et veut dire arbre ou forêt. On y trouve beaucoup de chênes, arbres emblématiques du pays, mais aussi des châtaigniers, des hêtres et les fameux sapins de Douglas, qui sont en réalité des pins. Mais on n'y rencontre pas que des arbres par ici. La forêt est scindée en deux par la ligne TGV Sud-Est reliant Paris à la Méditerranée. La présence de cette voie n'empêche pas l'exploitation forestière. Cette grosse machine de 26 tonnes est l'une des plus modernes aujourd'hui. Sa cabine reste quasi horizontale malgré le dénivelé du terrain. Ces grumes vont alimenter les scieries de la région, comme celle-ci, localisée à Aix-en-Othe, qui a une particularité étonnante. NT-Bois, c'est une scierie un peu particulière puisque c'est avant tout une méranderie. On fabrique le mérin, voilà, le produit que vous avez là derrière. C'est les planches qui vont servir à assembler les tonneaux. Nos clients sont des tonneliers, donc nous fabriquons chez nous du mérin exclusivement avec du chêne. Ces bois-là ont été sélectionnés en forêt par rapport à leurs caractéristiques, à leur qualité. Tronçonnés et arrivés ici sur place où dans notre process on va les fendre pour faire des quartiers, pour essayer de travailler dans le fil du bois. Le fil du bois, c'est ce qui nous assure l'étanchéité du tonneau et aussi les caractéristiques pour le cintrer. Donc ensuite c'est trié par qualité et rangé en attente pendant 2 ou 3 ans avant d'être livré chez les tonneliers. En fait, ils sont nettoyés par la pluie, le vent et tout, ils sont nettoyés, séchés, ça les lave et ça leur retire un maximum de tanin pour le côté gustatif du vin. Et dans une grume qui fait 12 mètres de long, on va faire des billons, on va le tronçonner à des longueurs qu'on aura choisies pour avoir nos mérins à la sortie. Donc on travaille sur une multitude de longueurs, de dimensions de grumes. Les diamètres ont très peu d'importance, donc on va passer des bois qui vont faire 700-800 kg jusqu'à plusieurs tonnes pour d'autres. Donc voilà, notre process nous permet d'utiliser toute cette gamme-là de produits, quoi. Voilà le poste de tronçonnage. Donc c'est sur cette machine-là que l'on prend les grumes, qu'on va bien identifier la qualité de la grume et on va déterminer des longueurs de billons. Voilà le poste de fente, donc les quartiers sont fendus pour respecter le fil du bois. Sur ce poste-là, au lieu de fendre les bois, on va les scier dans un souci de rendement matière. Ça nous oblige à scier des bois qui sont extrêmement droits. Ils ne peuvent pas être un peu courbes ou un peu tordus parce qu'ils vont être sciés et non fendus. Si le produit fini de la méranderie est vendu dans le monde entier pour fabriquer des tonneaux de vieillissement des grands crus, cette scierie produit plus classiquement des poutres pour la construction immobilière, des planches pour l'ameublement et du bois de chauffage. La scie à ruban installée ici est l'une des plus performantes du marché. Pilotée du bout des doigts, c'est une véritable ogresse qui peut dévorer jusqu'à 80 tonnes de bois par jour.
Avec sa lame à double tranchant qui défile à plus de 140 km/h, les plus grosses grumes sont débitées à moins de 3 minutes. Pays de tradition, le pays d'Hôte a su conserver son identité pour la transmettre aux générations suivantes. Au fond de ces hangars, ces vieilles carcasses de machines remémorent l'impressionnante évolution technologique qui s'est déroulée dans ce secteur. Le sous-sol du pays d'Hôte est drainé par un réseau important de sources souterraines. Pratiquement toutes captées, elles alimentent la ville de Paris en eau potable via cet aqueduc de 130 km de long. L'érosion provoquée par ces sources a creusé de grandes cavités qui se sont affaissées par endroits. Elles ont créé des crevasses profondes dont certaines débouchent en surface. Ces trous sont nommés crocs par les géologues, appelés aussi bîmes ou abîmes par les habitants du coin. Mais certains orifices relient directement les sources avec l'extérieur. Du coup, risquant d'être polluées, elles sont très étroitement surveillées pour préserver l'eau potable alimentant la capitale. Outre ces aspects géographiques et géologiques intéressants, le pays d'Hôte abrite une richesse architecturale assez surprenante. Avec plus de 60 édifices religieux, il possède une collection unique de vitraux et de verrières anciennes. Depuis le XVIe siècle, le clergé et la noblesse ont orné leurs édifices avec ces œuvres d'art pour symboliser leur puissance. Pour entretenir ce patrimoine, les savoirs de restauration et de création s'exercent au quotidien dans différents ateliers, comme par exemple celui de Cécile Boel, installée à Bérulle, au cœur du pays d'Hôte. La réalisation d'un vitrail, il y a de nombreuses étapes. On commence déjà par élaborer une maquette, la représentation du vitrail en échelle réduite. Donc une fois que ces étapes-là sont faites, on passe à la coupe. On coupe les pièces de verre à l'aide de nos calibres que nous avons préalablement préparés. Donc l'outil que j'utilise là, c'est une roulette. Donc une petite roulette en carbure de tungstène. Une fois que la coupe est réalisée, il y a plusieurs procédés de déco. On a la peinture, la gravure ou rien. On peut utiliser juste du verre de couleur sans rien mettre dessus. Donc une fois que toutes ces étapes sont faites, on passe à la mise en plomb. Donc la mise en plomb, c'est le sertissage des pièces de verre dans un réseau de plomb. On insère du mastic entre les ailes de plomb et le verre, on rabat les ailes de plomb et quand le mastic sèche, ça fait l'étanchéité et la rigidité du panneau. Ensuite, on met du décapant. Une fois que le panneau est monté en plomb comme celui-ci, on soude toutes les intersections à l'étain. Ensuite, on retourne pour souder l'autre côté.
Une fois que toutes ces étapes sont réalisées, on passe à la pose en édifice. Voilà, en quelques mots, les grandes étapes. J'aime beaucoup peindre les têtes barbues, en fait, de personnages barbus. Parce que il y a de la matière, il y a beaucoup... Ça s'apparente à la gravure, on fait des enlevages, c'est très agréable à peindre. Véritable livre de catéchisme, les vitraux retassent l'histoire du Christ. Geneviève nous raconte. Ces vitraux, au XVIe siècle, c'était comme les bandes dessinées, parce que les personnes ne savaient pas lire et ça servait à ça. C'est pareil à l'église de Villemort, quand on regarde le jubé, eh ben, les panneaux, c'est pareil, c'est comme les vitraux, ça sert à voir qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible, pour toutes les personnes. Ce vitrail, c'est l'histoire de la Vierge Marie. On voit d'abord Joachim et Anne, qui sont les parents de la Vierge Marie, qui sont expulsés du temple parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et à ce moment-là, c'était considéré comme un péché. Ensuite, on voit Joachim qui est en train de prier et un ange qui lui apparaît pour le consoler. Il retrouve sa femme et il y a eu la naissance de la Vierge Marie. Puis c'est Marie, on voit qu'elle court pour aller au temple, parce qu'elle est appelée par Dieu, quoi. Et puis après, on voit donc Marie qui se marie avec Joseph. On voit un ange avec la Vierge Marie qui est en train de lire la Bible et qui lui annonce que Jésus va naître. Alors dans l'histoire de Jésus, c'est le vitrail de la résurrection, qui est descendu de la croix, ensuite qui va aux enfers pour sauver Ève et Adam. On voit d'ailleurs la gueule du démon. Jésus marche sur une passerelle et sous la passerelle, on voit le démon qui est vaincu. Et puis Jésus qui sort du tombeau, les femmes qui viennent pour l'embaumer et en fin de compte, il n'y a plus personne dans le tombeau. Et puis au dernier registre, il rencontre Marie-Madeleine qui le prend pour le jardinier. On voit qu'il a la bêche du jardinier à côté de lui. Et puis Thomas, il lui dit « Mets tes mains dans mes plaies ». Voilà. Au détour d'une combe en pleine campagne, on découvre par hasard un site ultramoderne et stratégique de télécommunications par satellite. Ce téléport, installé à Bercenay-en-Othe depuis les années 70, est devenu l'un des 20 plus grands sites du monde. Ces paraboles ultra sophistiquées sont ajustées au millimètre pour capter les signaux des satellites. Elles sont capables de connecter les utilisateurs n'importe où sur le globe. Les plus grosses paraboles de 300 tonnes ne sont plus utilisées de nos jours. Elles ont été remplacées par des bien plus petites, beaucoup plus efficaces. Elles sont toutefois conservées précieusement par le musée des télécommunications du site. Face à cette bouffée de modernité, une ruralité pittoresque, presque austère, transpire à chaque regard. L'Observatoire des territoires a classifié le pays d'Othe au niveau peu dense, avec moins de 25 habitants par kilomètre carré. Les 3/4 des agglomérations sont effectivement de petits villages de moins de 500 habitants. Sur les 15 dernières années, la croissance démographique a quand même atteint 8%. Les communautés de communes, mieux équipées et plus faciles à vivre, ont capté l'essentiel de cette progression au détriment des villages plus petits. La moitié de ces derniers ont ainsi perdu de 5 à 30% de leurs habitants.
Au début, le linge sale était lavé sur une simple pierre au bord de l'eau. Les lavandières étaient alors exposées à toutes les intempéries et l'eau gelée en hiver. Vers la fin du XVIIIe siècle, l'hygiène devient un enjeu de santé publique et la propreté du linge est déclarée prioritaire. En quelques années, plus de 500 lavoirs seront construits. Simple toit au début, les lavoirs deviendront ensuite de vraies constructions avec 4 murs protégeant totalement les lavandières. Véritables institutions, c'est au lavoir que s'étalait la gazette du village. Michel nous raconte l'ambiance de l'époque. Je venais avec ma mère quand j'avais 5 ans et on descendait le chemin avec la brouette. Alors elle me donnait les petites choses, soit des mouchoirs ou soit des chaussettes. On avait notre petite poudre, mais je ne sais pas si on peut dire, maintenant il existe encore, le Génie, du Bonux et du savon de Marseille, voilà. Quand il faisait très froid l'hiver, on allumait un peu le feu dans la cheminée. Les lavoirs étaient équipés de toilettes, c'était quand même bien pensé à l'époque. Elle discutait souvent du temps, des choses qui se passent dans la commune, les naissances, la fête qu'il y allait avoir sur la commune, le 15 août et tout ça. Alors il y avait une dame qui avait du très joli linge. Alors il y en a qui n'aimaient pas tellement parce qu'ils n'osaient pas laver leur linge qui n'était pas de si belle qualité à côté d'elle. Il y avait aussi Ghislaine avec on peut dire, les premières voitures qu'arrivaient lavées, les premières Citroën en ferraille, camionnettes. Je me disais quand même le progrès, c'est quand même bien pratique ces premières voitures pour amener le linge au lavoir. Que nous, avec notre brouette, les messieurs qui venaient avec leurs chevaux pour récupérer l'eau pour les bêtes et pour la boisson, que nous, dans les hameaux, on n'avait pas l'eau. Souvent avec la tonne, c'était Marguerite. Alors cette dame-là, Marguerite, on l'appelait la dame cow-boy. Je la revois toujours, une grande brune, mais alors elle en mettait un coup quand elle remplissait sa tonne de 1000 litres. C'est rare de voir une dame qui menait son cheval et puis qui remplissait sa tonne. C'était déjà comme maintenant les dames qui font le monsieur. Les Parisiens qui habitaient à côté de chez nous, le grand-père avait installé une carriole derrière sa mobilette, mais souvent ça se renversait en cours de route et il ne remontait pas beaucoup d'eau. Il se dit que le pays d'Hôte ne serait pas que le pays des sourciers, mais aussi celui des sorciers. De nombreuses légendes, cocasses ou effrayantes, persistent encore de nos jours. Les scientifiques ont daté cette pierre du néolithique. Les hommes préhistoriques s'en servaient pour polir leur silex et modeler leurs outils. Mais cette pierre continue d'intriguer la population d'ici, qui a une autre explication. Il y a très longtemps, un berger du nom de Saint-Favite amenait son troupeau dans ces bois. Un jour, fatigué par sa journée de labeur, il s'endormit contre cette pierre. Lorsqu'il se réveilla, il se redressa en prenant appui contre celle-ci et vit l'empreinte de ses 10 doigts gravés dans la roche. Depuis, des pèlerinages ont lieu ici pour demander la protection des enfants contre la fièvre, car ces traces seraient un signe divin de bonne santé. Peut-être faudrait-il tenter le coup contre le Covid. Dans ce village trône cette statuette maudite, censée protéger les habitants contre un terrible fléau. En effet, dans la forêt alentour rôdent des êtres mystérieux et maléfiques que l'on ne voit jamais. Mais qui sont-ils ? On les appelle des voire-loups. Personne n'en parlera à cause de la terreur qu'ils inspirent. Lorsque la nuit tombe, ces créatures redoutables se transforment en animaux diaboliques aux yeux luisants et perçants, avec lesquels ils peuvent allumer des incendies. Les voire-loups ne tuent pas,
mais ils peuvent blesser et causer de terribles ennuis. Ces êtres mystiques invulnérables ont détruit tous les écrits les concernant, car ils refusent que l'on apprenne leur existence. Mais si malgré ça vous parlez d'eux, prenez garde à vous, ils viendront se venger.